Cette carte représente l'étendue de l'Empire romain à la fin du IIIe siècle et début du IVe siècle. Dioclétien va mettre un terme à plusieurs années d'anarchie. La mise en place de la tétrarchie répondait à plusieurs impératifs. Mettre un terme à plusieurs années d'anarchie, choisir les hommes les plus compétents, partager les tâches de gestion considérables de l'Empire, assurer la présence impériale aux frontières. Enfin, de supprimer la vacance du pouvoir en dissuadant les nombreux usurpateurs d'arriver à leur fin. Constantin, fils de Constance Chlore, se fait acclamer César par ses propres troupes. De ce fait, Galère se trouve contraint de le confirmer à ce titre, ce qui constitue en tant que tel une usurpation. Dioclétien, sortant de sa retraite, à la demande de Galère, organise la conférence de Carnuntum. C'est à cette époque que naquit Martin. Sur la carte de l'Empire romain, la Pannonie qui apparaît en rouge avait pour capitale Sabari, l'actuelle Zambatelli, située aujourd'hui en Hongrie, lieu de naissance de Martin, que l'on peut voir de même sur la carte routière romaine dite de Peutinger. On peut voir cette carte au Musée national de Vienne, en Autriche. Cette carte, sur velin, est antérieure au 1er siècle et a été révisée au Moyen Âge par des moines. Elle mesure 6,30 m de long sur 30 cm de large. Il résidait à l'écart de Sabari, dans une villa d'architecture romaine en pleine forêt. Cette villa se composait d'une partie résidentielle fermée sur un péristyle et des thermes à toit voûté en blanc sur les images. En ce temps-là, les mœurs en vigueur donnaient au père de famille droit de vie et de mort sur la maisonnée. En conséquence, il avait la possibilité, comme on le verra plus tard, d'accepter ou de refuser à la naissance ses propres enfants. Martin fut donc soumis à l'appréciation de son père, qui soit l'acceptait, soit le refusait, et dans ce cas, le condamnait à devenir esclave dans sa propre maison. Je te présente ce nouveau-né, fruit de notre union. Acceptes-tu de le reconnaître comme ton enfant légitime
et de le garder au sein de notre famille. Oui, je reconnais que cet enfant est le mien, et je l'accepte. Le père de Martin, simple soldat, puis tribun militaire, fut muté en garnison à Pavie, et son fils, Martin, prénom issu de Mars, dieu de la guerre, y passa sa jeunesse jusqu'à l'âge de 15 ans. Martin entra, après son instruction, dans le corps d'élite de la garde impériale à cheval, la Schola, et reçut en dotation l'éblouissant uniforme d'officier. Armure de métal souple et brillant, casque à crête, bouclier, complété par un immense manteau blanc, la chlamyde. Martin fut envoyé à Amiens, où il demeura fidèle à ses sentiments religieux et fit l'apprentissage de la patience et de l'humilité. Il demeura 3 ans sous les armes, sans être encore baptisé. Sa conduite était exemplaire. C'est dans ce contexte qu'un soir d'hiver glacial, il rencontra à la porte d'Amiens un pauvre dépourvu de vêtements qui suppliait les passants. Sans hésiter, saisissant son épée, Martin coupa en deux son superbe manteau et en donna la moitié au pauvre hère. À l'époque de la jeunesse militaire de Martin, l'Empire romain est dirigé par Julien César, qui n'est pas encore empereur. Selon l'usage, le César distribuait à chaque soldat une gratification, donativum, destinée à encourager son héroïsme au combat. Lorsque vint son tour, Martin refusa la prime car il comprit que s'il acceptait, il perdrait toute liberté pour réaliser sa si précoce vocation religieuse. Julien César, considérant ce refus comme un signe de lâcheté, fit emprisonner Martin, qui proposa alors de se tenir sans armes devant les lignes ennemies. Le lendemain, jour du combat, les barbares envoyèrent un message pour négocier la paix. Alors Julien César consentit à démobiliser Martin de ses obligations militaires. En quittant l'armée du Rhin, Martin se rendit aux confins de l'Aquitaine, auprès de l'évêque de Poitiers, Hilaire, qu'il admirait pour la fermeté intransigeante de sa foi orthodoxe et son courage dans la résistance aux exigences du nouvel empereur Constance II, qui prétendait obtenir le ralliement inconditionnel des évêques d'Occident à l'arianisme. Ce premier séjour est à situer entre l'été 356 et le départ d'Hilaire pour l'exil, banni en Orient, pour avoir osé tenir tête à Constance. Peu après, il partit avec le consentement d'Hilaire rendre visite à sa patrie et à ses parents pour un voyage qui devait le mener à Sabari. Impossible d'imaginer aujourd'hui l'incroyable performance réalisée par Martin. Plus de 2000 km à pied pour ce seul voyage. Agressé par des brigands au milieu des Alpes, persécuté par le diable peu après Milan, le diable prit figure humaine avant de disparaître et enfin, arrivant à destination pour délivrer sa mère de l'erreur du paganisme, alors que son père restera dans le refus de la nouvelle religion. Hilaire avait mandaté Martin pour plaider sa cause auprès de l'empereur, qui résidait alors à Sirmium. À l'époque, les luttes d'influence entre l'orthodoxie et l'arianisme étaient violentes et entraînaient, au mieux, une excommunication, au pire, une condamnation à mort. Après sa mission, Martin décida de regagner l'Italie. Martin installa un ermitage à Milan.
Là encore, Auxence, principal fauteur du parti arien, le persécuta avec un acharnement extrême. Il l'accabla d'avanie et le fit expulser de la cité. Aussi, Martin, cédant aux circonstances, se retira dans l'île appelée Gallinara. Il y vécut quelque temps de racines et faillit s'empoisonner en consommant de l'hellébore, dont il repoussa les effets mortels par la prière. Peu après son rétablissement, il apprit qu'Auxence, pris de repentir, avait accordé à Saint-Hilaire l'autorisation de revenir d'exil et de s'installer à Rome. Plus que jamais empli de dévotion pour le saint homme, Martin prit le chemin de Rome pour tenter de le retrouver. En arrivant à Rome, il apprend consterné qu'Hilaire est déjà reparti pour la Gaule. Qu'à cela ne tienne, Martin reprend le chemin de Poitiers, laissant derrière lui Rome, Sienne, Florence, Turin, Lyon, Clermont-Ferrand et enfin Poitiers où il retrouve Hilaire. Il fonde à proximité de la ville un ermitage qui est à l'origine de l'abbaye de Liguzé, premier monastère de la Gaule. Martin commence alors à manifester d'éminentes qualités de thaumaturge, nom donné à celui qui fait des miracles, en ressuscitant, d'après Sulpice Sévère, son biographe, tour à tour 2 personnes. Ces miracles spectaculaires font sa renommée. À cette époque-là, en 371, les Tourangeaux ont besoin d'élire un nouvel évêque. Ils plébiscitent Martin, font le chercher et, par ruse, le font sortir de son monastère. Ils l'amènent à Tours où il est élu évêque par la foule enthousiaste. Il épouse dès lors la charge épiscopale, mais ne veut pas renoncer à la vie monastique. Pour cela, il fonde un nouvel ermitage à proximité de Tours, de l'autre côté de la Loire, au pied du coteau. C'est l'origine de l'abbaye de Marmoutier. Le site frappe toujours aujourd'hui par son caractère. Une falaise abrupte de calcaire domine d'une trentaine de mètres de haut la rive nord de la Loire. Les fouilles archéologiques récentes ont montré la présence d'une construction d'époque romaine classique. La falaise a aussi permis l'aménagement de grottes pour les ermites et spécialement pour Martin, soucieux de continuer sa vie monastique. Sulpice Sévère relate qu'en arrivant à la porte de Paris, Martin bénit un lépreux au visage pitoyable qui faisait peur à tout le monde. Le lendemain, le lépreux vient à l'église entièrement purifié de son mal. Il guérit de même miraculeusement la fille d'un ancien préfet, Arborius. En 385, Martin se rend à la cour impériale de Trèves pour rencontrer, lors d'un festin, l'empereur Maxime et tenter de le convaincre de ne pas mettre à mort Priscillien, un évêque espagnol accusé d'hérésie. Malgré les protestations de Martin, l'empereur finit par céder aux adversaires de Priscillien, qui est condamné à mort et exécuté. Ce dénouement est un échec pour Martin qui restera désormais à l'écart des autres évêques.
Le camp des Romains que nous découvrons ici est un vaste plateau parsemé de blocs de pierre qui domine le bourg de Ciney et la vallée de la Vienne. Ce plateau est en réalité une enceinte gauloise dans laquelle ont été découverts 2 blocs de pierre qui ont été christianisés. Martin, ayant achevé la construction de l'église de Ciney, monta dans l'enceinte gauloise. En cheminant, il avisa tout d'abord un caillou sur lequel il posa son pied. Puis, levant les bras vers le ciel, il implora Dieu de l'exaucer. Il lança alors son tétu en disant « Là où mon tétu tombera, je construirai ma nouvelle église. » Le caillou conservera l'empreinte du pied de Martin. Martin continua son chemin. Fatigué par sa marche, il vit un petit rocher sur lequel il décida de s'asseoir. C'est alors que le bloc de pierre prit la forme d'un fauteuil confortable. La légende des cailloux dit le pas de Saint-Martin et le siège de Saint-Martin, raconté par les habitants du pays. Depuis lors, les croyants viennent rendre grâce à Saint-Martin en s'inclinant devant les pierres sacrées. Le tétu, dit la légende, parcourut une longue distance dans les airs et tomba finalement à Cande, qui prit plus tard le nom du saint homme. Martin vit un jour un oiseau tout noir qui pêchait des multitudes de poissons. Martin lui demanda d'arrêter, ce que fit immédiatement l'oiseau. Devant l'obéissance du volatile, Martin décida de le récompenser. L'oiseau se couvrit alors d'un magnifique plumage coloré, et Martin lui dit « On t'appellera dorénavant Martin Pêcheur ». Devant la dépouille, Claire Poitevin et Tourangeau se déchirent. Qui ramènera le corps de Martin? Les Poitevin dont il fut l'abbé et chez qui il a été formé, ou les Tourangeau dont il est l'évêque? Incapables de se mettre d'accord, les 2 parties laissent le corps dans la chapelle du Moutier durant la nuit. C'est là que les Tourangeau, profitant du sommeil des Poitevin, sortent Martin par une fenêtre et le placent sur un bateau amarré sur la Loire. Tandis que l'embarcation remonte le fleuve vers Tours,
Les rives et les buissons se couvrent de fleurs, qui se mettent à éclore au passage du Saint. C'est de cette légende qu'est née l'expression « l'été de la Saint-Martin ». Sulpice Sévère, son biographe, écrit qu'il est impossible d'imaginer l'innombrable multitude de ceux qui vinrent rendre à Martin leur dernier devoir. Presque toute la ville de Tours et des campagnes était venue l'accueillir. Martin fut enterré dans un cimetière à l'ouest de la cité.